Bonsoir chers étudiants, comme j'avais promis, je vais continuer un peu sur les équations de Maxwell. On va aujourd'hui voir les deux premières équations de Maxwell. Tout d'abord, vous rappelez le théorème de Gauss qui nous dit que le flux total du champ électrique à travers une surface fermée, c'est par définition l'intégrale double du champ électrique de S sur une surface fermée, et ça c'est égal à Q1 divisé par epsilon 0. C'est le théorème de Gauss, on l'a vu, on l'a appliqué dans différentes situations. C'est un théorème qui est toujours valable, mais n'est pas toujours applicable. Il faudrait au préalable avoir quelques symétries, sinon les calculs vont plutôt se compliquer. Bien, maintenant on va faire appel à un théorème. D'accord? Théorème de Green, Ostrogradsky. C'est un théorème en mathématiques qui est très connu, qu'on appelle aussi le théorème de la divergence, mais qui n'est qu'un cas particulier de théorème de Stokes. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Tout simplement, si on a un champ de vecteur V, eh bien on a l'intégrale sur une surface fermée de ce vecteur produit scalaire ds, eh bien c'est égal, c'est la même chose que l'intégrale prise sur le volume ou sur la surface du volume qui encercle cette surface fermée, de la divergence de V, d'accord, dV. C'est un théorème qui est très important, il est très utile en mécanique des fluides, et on en fait beaucoup de choses. En électrostatique, c'est quelque chose de fondamental, et qui va nous aider à établir la toute première équation de Maxwell. Alors, continuons. Avec ce théorème, on va pouvoir écrire le flux total est égal à l'intégrale sur le volume, d'accord? On va mettre le volume de la divergence de E, d'accord, dV. Et ça, c'est égal à l'intégrale, d'accord? On va intégrer sur le volume aussi, sur ce même volume, de la densité volumique de charge dans ce volume qui est contenu par la surface fermée, dV, et tous divisé par epsilon 0. Comme on intègre sur n'importe quel volume, des deux côtés, mathématiquement, ceci implique que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et ça, c'est une équation fondamentale de la physique ou de la nature, et ça relie la divergence du champ électrique, il faut que le champ soit continu, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, et qui est égale à la densité volumique. Ce n'est pas valable pour une densité surfacique. Vous voyez bien qu'on a intégré sur le volume. Si ρ est égal à 0, la divergence de E est égale à 0, et localement, on va avoir un champ électrique qui est égal à 0. Epsilon 0, parce qu'on travaille dans l'air ou dans le vide. Attention, en ce qui concerne les opérateurs divergence, ça relève d'un cours de première année, mais je le rappelle quand même ici, comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Nous avons, par exemple, un vecteur A, ou un vecteur V, d'accord, qui est égal, il a trois composantes en coordonnées cartésiennes, Vy, Vz. On a aussi un vecteur qu'on appelle nabla. Le gradient, c'est un vecteur qui a trois composantes. Je rappelle que c'est un vecteur qui a été inventé. Le nom provient d'une histoire de musique, c'est assez ancien. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que
quand on parle par exemple d'un gradient d'une fonction scalaire, ben, donnons un exemple. Supposons qu'on a une salle avec 3 pièces, j'ai T1, T2 et T3, d'accord, des températures différentes, un bain marocain, hammam comme on dit, eh bien, si je vais dans ce sens, la température par exemple, j'ai T3 supérieur à T2 supérieur à T3, à T1. Eh bien, quand je vais dans ce sens, on va appeler ça l'axe Y, eh bien, la température, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va monter. Mais si je viens dans ce sens, la température va diminuer. Donc, ça dépend de la direction et le sens. Si je me déplace ici horizontalement, d'accord, pour un X donné, eh ben, la température reste plus ou moins constante. Si j'ai la pièce dans ce sens-là et que j'avance, la température va augmenter. Si je reviens, elle va diminuer. Et horizontalement, elle va rester plus ou moins constante. Si je monte vers le haut, a priori, on a tendance à dire que la température va diminuer, mais ça, ce n'est pas valable. C'est uniquement valable pour un milieu qui est fermé. D'accord? Quand le milieu est fermé, la température va augmenter. Pourquoi? Parce que l'air chaud, il est moins dense, donc il va s'élever. Quand vous allez dans une pizzeria, par exemple, eh bien, si vous montez au premier étage, ben, il fera chaud. Ce n'est pas très intéressant en été, mais en hiver, ça vaut la peine, parce que la chaleur monte. Mais bien sûr, dans un lieu ouvert, tel une montagne, à ce moment-là, quand on monte, ben, la température va diminuer. C'est comme cela qu'il commence à neiger d'abord sur les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup plus frais. Du coup, on voit qu'on a un champ scalaire. C'est une température, champ scalaire. Pourquoi champ scalaire? Parce qu'il y a une distribution de température continue. Il faut que les fonctions scalaires soient continues. Donc, je mesure la variation de la température dans une direction, par exemple l'axe Y, d'accord, et dans un sens donné. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la variation dépend de la direction et du sens. On a une direction, on a un sens, et on a des valeurs de la température. Eh bien, ça fait 3 ingrédients nécessaires et suffisants pour créer un vecteur. Et ce vecteur, on l'appelle par exemple le gradient de T, ou noté avec une opération plus compacte de T, et c'est égal à quoi? Ben, tout simplement, cet opérateur appliqué à celle-là, c'est un vecteur qui a 3 composantes, dt sur dx, dt sur dy et dt sur dz. Valable en coordonnées cartésiennes, bien sûr. Donc, c'est quoi le gradient d'un champ scalaire? Ben, c'est un vecteur qui mesure les variations, d'accord, spatiales. Comment varie la température par rapport à x, la même chose pour y, et bien sûr, évidemment, la même chose selon z. Le gradient, c'est quelque chose qui mesure une variation spatiale d'un champ scalaire. On ne calcule pas le gradient d'un vecteur. Bien. Maintenant, le gradient va donner une orientation pour la pente qui varie le plus, la plus raide, comme on dit. Donc ça, c'est la notion de gradient. Et bien, la divergence, c'est la même chose. Comme on a appliqué l'opérateur Nabla à la fonction scalaire, on peut calculer ce qu'on appelle la divergence de V. C'est quoi la divergence de V? Ben, par définition, c'est le produit scalaire du vecteur Nabla avec le vecteur. Vous savez très bien que le produit scalaire est commutatif, mais on ne va pas mettre V puis l'opérateur. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? À dV sur dx plus dvy sur dy plus dvz sur dz. Produit scalaire, donc c'est celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, je fais la somme.
encore une fois, dans le cadre des coordonnées cartésiennes. Attention, il s'agit ici de la dérivée partielle, parce que si la fonction ou le vecteur dépend de plusieurs paramètres, le temps, la position par exemple, comme la vitesse, eh bien à ce moment-là, il va falloir prendre la dérivée partielle, supposer toutes les variables contenant y constantes et dériver seulement par rapport à x. Ici, supposer que y, la seule variable, les autres sont constantes, etc. Donc la divergence, c'est tout simplement un scalaire qui donne la somme des variations spatiales des différentes composantes d'un vecteur. Bien, montrons un peu une petite relation entre la divergence et le flux. Vous savez, si je prends par exemple, je vais prendre ici 3 exemples, je mets 3 vecteurs, j'appelle celui-là A, celui-là B et celui-là C. Supposons que j'ai 3 vecteurs A qui entrent et 3 qui sortent, les mêmes. Ici, j'en ai 3 qui entrent de B et puis 3 qui rentrent. Ici, j'ai, par exemple, ici, j'ai les C qui font comme ça. Eh bien, remarquez que j'ai ici 3 flèches qui entrent, qui traversent cette surface, et il y en a 3 qui sortent. La quantité de vecteurs entrantes est égale à la quantité de vecteurs sortantes. On dit dans ce cas-là que le flux de ce vecteur A, ou de ce champ de vecteur A, est conservatif. Par conséquent, celui-là va avoir une divergence de A qui est égale à 0. C'est un scalaire. Par contre, ici, il y en a 3 qui entrent, et 3 qui rentrent de l'autre côté. Donc, il y aura une accumulation du flux, juste ici au centre à peu près, et par conséquent, le flux n'est pas conservatif. Tout rentre dans les poches, mais rien ne sort. Ah, les avares. Donc ça, c'est divergence de B différente de 0. B ici, c'est quelqu'un, un gaspilleur, tout sort. 3 sortent, les autres sortent, etc. Mais là, ce n'est pas un flux conservatif. D'accord? Donc, on va dire que ici, il y en a 3 qui sortent et 3 qui rentrent. Donc, je vais avoir divergence de C est égal à 0. Je peux, par exemple, avoir un autre cas ici, D. Je vais le mettre ici. D. J'ai ici des vecteurs comme ça. D'accord? Et d'autres vont être comme ça. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ici? J'en ai 3 qui sortent en haut et 3 qui sortent en haut. Donc, la boîte va se vider. Je ne peux pas parler d'un flux conservatif. J'aurai divergence de D différente de 0. Donc, la notion de divergence est complètement liée à la notion de flux. Et ça, c'est très important. C'est pour cette raison-là qu'on va trouver, via le théorème de Green-Ostrogradsky, qui nous dit que divergence du champ électrique, la divergence du champ électrique est égale à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est la première équation de Maxwell. Voilà. Bien, c'est une relation très importante. Elle est toujours valable. Et ça lie le champ électrique aux sources de ce champ électrique, à savoir qui sont les charges. Bien. Maintenant, si on n'a pas de densité volumique, je n'ai pas le droit d'utiliser le théorème de Green-Ostrogradsky et écrire cette relation pour une densité surfacique ou linéique. Elle est valable dans le cas d'une densité volumique. Maintenant, il est clair, si nous avons divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, dans un endroit où il n'y a pas de charge, de densité volumique de charge, ben je vais avoir divergence de E égale à 0.
on traitera un exemple ou un exercice pour le voir. Bien, maintenant, je voudrais introduire tout doucement la notion de potentiel électrique qui est beaucoup plus importante. En physique, quand on commence à faire la physique, on travaille surtout avec le champ électrique, champ magnétique, induction électrique, induction magnétique. Mais plus tard, on va parler surtout des potentiels électriques et du potentiel vecteur magnétique. Dans la physique de la recherche, on joue très rarement avec le champ électrique et le champ magnétique, mais plutôt avec les potentiels. On verra pourquoi. Pourquoi? Parce que quand on écrit par exemple l'équation Schrödinger, c'est l'hamiltonien appliqué à une fonction d'onde qui est égale à l'énergie appliquée à la fonction d'onde. Mais c'est quoi l'hamiltonien? C'est la somme de l'énergie cinétique et des potentiels. Donc autant travailler avec les potentiels. Alors, on va définir ce qu'on appelle l'énergie potentielle électrique. Mais avant de faire cela, je voudrais vous parler des forces conservatives. Qu'est-ce que ça veut dire une force conservative? Eh bien, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est une belle phrase, tout le monde la comprend, c'est le français tous les jours, mais l'importance de ces mots va énormément jouer pour établir l'équation qu'il faut. Regarde, par exemple, j'ai un endroit A et je vais à un endroit B. Et je prends un chemin que j'appelle le chemin 1 et j'ai un chemin 2. Eh bien, si je prends la force ici, d'accord, F, et je prends un élément de déplacement que je vais appeler dr, l'élément de travail que vous avez déjà vu en mécanique de la force F, c'est égal par définition au produit scalaire de la force avec un élément de déplacement. Et le travail total de A à B, c'est égal à l'intégrale de A à B de dw de F, c'est égal à l'intégrale de A à B de F produit scalaire dr. Si je prends le chemin 1 par exemple, et le chemin 2, il n'est pas nécessaire que le travail calculé sur ce chemin sera le même qu'ici. Je vais donner un exemple. Si je demande à un étudiant de courir dans une salle, eh bien, il va courir par exemple sur le carrelage, sur la faïence, il va courir, et quand il revient, je lui dis de revenir par exemple par un chemin où il y a du sable, où il y a plus de frottement. Les étudiants qui jouent au foot dans les plages savent que courir dans le sable, c'est plus dur que de courir sur l'asphalte. Du coup, quand il y a des frottements, les chemins sur lesquels je veux travailler le travail peut influencer la quantité de travail que je vais calculer. Il y a seulement quelques forces dont le chemin ne compte pas, le travail sera le même, quel que soit le chemin que je prends, ce premier chemin ou ce deuxième ou un autre beaucoup plus complexe. Toute force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi s'appelle une force conservative et elle a des propriétés très importantes. Je peux vous dire tout de suite, toute force de frottement n'est pas une force conservative. Frotter un chat dans un sens n'est pas le même que dans l'autre. D'accord? C'est pour cela que les forces conservatives jouent un rôle très important en physique. Quels sont les exemples? Eh bien, on va le montrer tout de suite pour la force de gravitation. Le poids, par exemple, c'est une force conservative. Comme la force gravitationnelle ressemble à la force électrostatique, la loi de Coulomb, eh bien, la force électrostatique sera également conservative. La force de rappel, un ressort, F égale à moins kx, eh bien, c'est une force conservative. Une force constante, c'est une force conservative. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que toute force conservative veut dire que son travail sur n'importe quel chemin sera toujours le même. Montrons un exemple sur
la force gravitationnelle. Alors, pour le montrer, on va donner un petit exemple pour illustrer. Prenons par exemple un point A et un point B. Et je sais que le poids, c'est égal à m fois g. Est égal à la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre, par exemple, si on est sur Terre, fois la masse que je considère divisé par la distance au carré, c'est une attraction avec un signe. Donc, supposons que je vais calculer le travail de la force de pesanteur, j'ai M ici, et le poids il est là. Et je vais appeler ça dr. Ben, on voit tout de suite que P ici est parallèle à dr. Sur le chemin que je vais appeler numéro 1. Je vais prendre un autre chemin compliqué que j'appelle le chemin numéro 2. Et je vais calculer le travail du poids sur le chemin numéro 1 et sur le chemin numéro 2. Et on va voir est-ce que ça donne la même chose. Je suppose que H est la distance entre A et B. Et H n'est pas trop grande. Pourquoi ? Parce que vous savez que le poids varie avec deux choses. Avec l'altitude, quand on monte à 10 km là où il y a le couloir de l'aviation civile, le poids diminue à peu près de 3%. Si je change de planète, bien sûr, si je suis sur la planète Mars, Jupiter ou Vénus, je n'aurai pas le même poids. Mais il y a un autre facteur très important, le poids change avec la latitude. Ça, c'est l'équateur, d'accord ? Le pôle nord, ici, le pôle sud. Et puis, il y a les autres. Eh bien, le poids sur l'équateur n'est pas le même qu'ici, n'est pas le même qu'au pôle nord. Je vais avoir P1, P2 et P3 pour la même personne. Or, la masse ne change pas. Mais pourquoi le poids change ? Parce que le poids, c'est une résultante de deux forces, de l'attraction gravitationnelle qui est partout la même si la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le théorème de Gauss qui joue aussi en gravitation. Mais il y a une autre composante qui est la force de Coriolis. La force de Coriolis n'est pas la même ici que là, etc. Pourquoi ? Parce que si on a l'axe de rotation, cette distance n'est pas la même que là, n'est pas la même que là, n'est pas la même que là. Donc, quand on change de latitude, qu'on appelle par un angle phi par exemple, par rapport à l'équateur, eh bien le poids change. C'est pour ça que quand on parle de l'accélération de la pesanteur, on doit préciser à quel endroit. Et ça, c'est très important. Bien, maintenant, on suppose que H n'est pas trop grande, et on va calculer tout simplement le travail. J'ai le travail de P de A à B, du poids P, c'est égal à l'intégrale de P, produit scalaire de R, et je vais de A à B. Et je vais mettre ici un chemin 1. Eh bien, ça c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de A à B de P dr. Pourquoi? Parce que P est parallèle à dr dans ce chemin 1. Et ça c'est égal à quoi? À P, à peu près égal, parce que je suppose que H n'est pas très grand, donc le poids reste à peu près constant. L'intégrale de dr de A à B, et ça c'est égal à mg fois H. B moins A, ben c'est H. Maintenant, on va essayer de calculer la même chose de A à B. Ça, j'appelle le chemin 1, et ça, c'est le chemin 2 de P. Ça, c'est égal à l'intégrale sur le chemin 2 de A à B de P dr, toujours, par définition. D'accord? Maintenant, si je regarde dr ici,
dr, il est là. Ça, c'est dr. Sur ce chemin 2. Et j'ai le poids qui est ici. Ben alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre dr avec deux composantes, une composante verticale et une composante horizontale. C'est égal à l'intégrale de A à B de P, produit scalaire dr parallèle, plus dr perpendiculaire. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir un dr, ça c'est dr perpendiculaire, et ça c'est le dr qui est parallèle. Parallèle à quoi? Ben, tout simplement à la direction du poids. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal, ben, le produit scalaire de P avec la composante perpendiculaire de dr va donner 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? L'intégrale de A à B de P, produit scalaire dr parallèle. Et ça, c'est égal par définition AB PDR, parce qu'ils sont parallèles par définition. Et ça, c'est égal, la même chose, ce petit morceau plus un autre, ici, il n'y en a pas, etc. Ben, qu'est-ce que je vais trouver? mg fois h. Donc, je trouve exactement la même chose. Je peux dire que le poids ou la force gravitationnelle est une force conservative, parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en même temps, et ça, c'est quelque chose que vous connaissez, on est en train de parler de l'énergie potentielle gravitationnelle. Quand vous avez un objet quelque part, vous le tenez, dès que vous le lâchez, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie potentielle gravitationnelle, de la pesanteur, comme on dit. Mais alors, c'est là où je vais utiliser l'analogie entre la force gravitationnelle et la force de Coulomb. Je rappelle que la force de Coulomb, que j'appelle F électrique, est égale à K Q1 Q2 sur R carré fois U1,2, d'accord? Et la force gravitationnelle, c'est égal à G M1 M2 sur R 1,2 au carré, avec un signe ici, et U1,2. Mais ce sont deux forces qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc tout ce que je peux connaître ici, je peux l'appliquer ici inversement. Ben ici, on a le théorème de Gauss qu'on a vu, ben je peux l'appliquer ici pour trouver par exemple l'accélération de pesanteur pour une configuration donnée, à condition qu'il y ait une symétrie. Bien, donc si Fg est conservative, implique F électrique est conservative. Mais qu'est-ce que ça veut dire conservatif? Ça veut dire deux choses. On a compris ici, le travail d'une telle force ne dépend pas du chemin suivi, ben alors c'est une force conservative. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? Tout d'abord, à toute force conservative correspond une énergie potentielle. On vient de le voir. Pour la force gravitationnelle, on a mgh. D'accord? Vous pouvez calculer, par exemple, quelle est l'énergie que vous dépensez en montant des escaliers. Eh bien, vous avez mgh. D'accord? Ben, le h, c'est ici. G, on va dire 10 à peu près. Vous multipliez votre masse, fois G, ça fait fois 10, 80 kg fois 10, ça fait 800 newtons, multiplié par 1 mètre, ben chaque mètre, vous allez dépenser 800 joules pour quelqu'un de 80 kg. Et ben vous multipliez par le nombre de mètres que vous parcourez, vous avez l'énergie que vous avez consommée. Donc si vous voulez faire régime, montez et redescendez les escaliers. Ce n'est pas la manière la plus intelligente de le faire. Bien. Maintenant,
Deuxième chose, on a dit que chaque force conservative correspond à une énergie potentielle, mais mathématiquement, si F est conservative, alors je peux écrire F égale à moins gradient, on va l'écrire littéralement, gradient d'une énergie potentielle, U étant énergie potentielle. Pour la gravitation, on sait que l'énergie potentielle, c'est mg fois h, ou fois la distance. D'accord? Eh bien, si je calcule son gradient, je vais trouver la force gravitationnelle. Maintenant, nous, on connaît l'énergie potentielle de la gravitation. On a dit c'est mgh. Quelle est l'énergie potentielle électrostatique? On va falloir la définir, parce que je me suis rendu compte, avec les étudiants, chaque fois que je dis à quelqu'un c'est quoi un potentiel électrique, les meilleurs vont dire que ça se mesure en volts. Mais aucun ne donne la définition d'une énergie potentielle électrique, ou du potentiel électrique tout court. Et ici, on va faire la part des choses et bien montrer ce que ça veut dire physiquement. La physique, ce n'est pas une collection de formules. D'accord? C'est des expériences, c'est des processus physiques, c'est une nomenclature, c'est la rigueur. Et c'est ça la chose sur laquelle je vais insister. Alors, parlons de l'énergie potentielle électrique. Donnons une définition. Supposons qu'on a une distribution de charge. Distribution de charge. Et que j'ai un point M ici. Et je vais placer l'infini quelque part très très loin. L'infini, c'est très loin. Je ne sais pas si l'univers est fini ou infini. Infini pour vous veut dire très loin. Je vais donner la première définition. Supposons qu'on ait une petite charge Q. Si un étudiant prend cette charge Q et la ramène de l'infini jusqu'au point M, il la ramène. Il doit dépenser de l'énergie, par exemple. Si celle-là est positive, ça repousse, donc il doit fournir un effort. S'il veut la ramener que c'est attractif, il va falloir la ramener comme il veut, parce que si c'est trop attiré, ce n'est pas lui qui aura fait le travail. Donc, l'énergie ou le travail qu'il faut fournir, ou que l'étudiant va fournir, pour ramener une charge de l'infini jusqu'au point M, s'appelle l'énergie potentielle électrique. Donc, l'énergie potentielle électrique au point M, c'est tout simplement le travail exercé par quelqu'un pour ramener Q de l'infini au point M. Mais je peux l'écrire mathématiquement. J'ai U de M, c'est égal à l'intégrale du travail, mais c'est quoi le travail? De la force de quelqu'un pour du scalaire dr. D'où de l'infini jusqu'au point M. Ça, c'est une définition. Mais puisque l'étudiant n'est pas toujours là, on ne va pas compter dessus, on va donner une définition indépendamment des gens qui sont autour. Et voilà la définition qu'on va retenir. L'énergie potentielle, électrostatique, l'énergie potentielle électrostatique, U au point M, c'est moins le travail
que doit fournir le système pour amener une charge de l'infini au point M considéré. Pourquoi moins? Quand vous donnez 1 dirham à votre frère, c'est moins 1 dirham. Mais si c'est lui qui vous donne le dirham, vous le comptez positivement. Comme c'est le système qui travaille, on va mettre moins le travail de l'infini au point M considéré de F, produit scalaire, dr. C'est quoi F? Ben, c'est la force électrique. C'est qui travaille? C'est la force électrique. Que fait un système de charge, une distribution de charge sur une charge donnée? Ben, il va appliquer une force électrostatique, c'est la loi de Coulomb. Donc, l'énergie potentielle électrostatique, on a un point M, c'est moins le travail, d'accord, de la force électrique, produit scalaire dr, d'où de l'infini jusqu'au point M. Bien. Maintenant, on va parler du potentiel électrique. Potentiel électrique. Eh bien, le potentiel électrique au point M, par définition, c'est l'énergie potentielle électrique au point M divisée par la fameuse charge. Mais ça s'écrit comment? Ben, c'est très facile. Il suffit on a U au point M, c'est égal à moins l'intégrale de l'infini au point M de F dr, mais ça c'est égal à moins l'intégrale de l'infini au point M de E, Q fois E, produit scalaire dr. J'ai remplacé F par QE, c'est la définition même du champ électrique. Ceci implique que le potentiel au point M, ben, c'est tout simplement moins l'intégrale de l'infini au point M de E dr. Et ça, c'est fondamental. Donc, en résumé, c'est quoi le potentiel électrique en un point M? Ben, c'est tout simplement l'énergie potentielle électrostatique en ce point M divisé par la charge. Et c'est quoi l'énergie potentielle électrostatique? C'est moins le travail que doit fournir mon système de charge pour amener une charge de l'infini jusqu'au point M considéré. Les unités, c'est des volts. Et c'est pour cela qu'on va avoir E en volts par mètre. C'est ça la définition des unités du champ électrique. Parce qu'on va avoir ici des volts, ben, vous voyez dans cette intégrale, c'est quand même un champ fois une distance, et ben, les unités de E, c'est des volts par mètre. Et ça, c'est très important à retenir. Ou bien des newtons par coulomb, c'est la même chose. Bien, maintenant, nous savons ce que ça veut dire le potentiel d'un point M. On va regarder ce que ça veut dire une différence de potentiel. Mais bien sûr, comme toute intégrale qui se respecte, on va avoir le potentiel électrique qui est défini, comme l'énergie potentielle électrostatique, sont définis à une constante près. Parce que vous savez très bien que l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est définie à une constante près. Je peux calculer par exemple l'énergie potentielle à partir de là jusqu'au centre de la Terre, et de là jusqu'au centre de la Terre, mais si je viens de là jusqu'ici, c'est la différence qui compte. Parce que quand je fais la différence des deux énergies potentielles, j'ai trouvé l'énergie potentielle par rapport à cette nouvelle référence, ce qu'on appelle le zéro de l'énergie potentielle. Donc maintenant, supposons que j'ai un point A et un point B, et j'ai une distribution de charge quelque part, hein. Et je vais appeler celui-là VA, le potentiel au point A, et le potentiel au point B. Et je veux calculer VA moins VB. Je veux calculer la différence de potentiel entre le point A et le point B. Ça peut être positif, négatif ou nul si c'est au même potentiel. Ben, c'est égal, par définition, à moins l'intégrale de l'infini jusqu'au point A de E de R, moins, d'accord,
l'intégrale de l'infini au point B de E dr. Ben, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale. Je vais changer de 6 moins, mettre un plus, mais il faut permuter les bornes de A jusqu'à l'infini, de E dr, moins avec moins, ça donne plus, l'intégrale de l'infini au point B de E dr. Eh bien, puisque j'intègre de A jusqu'à l'infini, puis de l'infini jusqu'au point B, ben la somme, puisque l'intégrant est le même, je peux dire que VA moins VB, c'est égal à l'intégrale de A à B de E dr. Il n'y a pas de constante, parce que je pouvais mettre une constante, puis une autre constante, ça va se supprimer. D'accord? On verra un peu dans les exercices. Donc, remarquez, j'ai A ici, et B en deuxième. Ben ici, j'ai A comme première borne, et B en deuxième borne. Donc, V1 moins VB, c'est l'intégrale de A à B, E dr. Alors, regardez maintenant, les choses vont se corser un tout petit peu. J'avais dit qu'une force conservative peut s'écrire comme le gradient d'une énergie potentielle. Donc la force électrique s'écrit comme moins le gradient de l'énergie potentielle, de U, de l'énergie potentielle électrostatique. Mais ça implique que Q fois E, c'est égal à moins gradient, d'accord, de U. Ceci implique que E est égal à moins gradient de E sur Q. D'accord? C'est un scalaire, il peut passer de l'autre côté. Et ça implique que E est égal à moins gradient de V, parce que U sur Q, par définition, c'est V. Qu'on peut écrire où E égale moins grade V. C'est une relation magique parce que ça va nous donner tout de suite deux choses très intéressantes. Tout d'abord, dire que E, parce que le gradient, c'est une variation spatiale. N'oubliez pas, on a expliqué avec le bain marocain. Donc, E égale à moins gradient de V, ça veut dire quoi? Que E est dirigé vers le sens décroissant du potentiel. Donnons un exemple ici. Si j'ai par exemple des plaques d'un condensateur, et je mets un moins, ben ici par exemple j'ai un V positif, et si j'ai un V moins, il est clair que le potentiel augmente dans ce sens-là. Ça c'est V croissant. Mais le champ électrique, il est dirigé de quel côté? Si je mets une petite charge positive, il sera repoussé dans ce sens. Donc le champ électrique, il est dans ce sens. Donc je peux dire E est dirigé vers le sens décroissant du potentiel V. Et ça, c'est très important. Bien. Deuxième chose, cette relation-là, mathématiquement, veut dire une chose très importante. Veut dire que le champ électrique est toujours perpendiculaire à une équipotentielle. Une équipotentielle, c'est quoi? C'est une surface, ça peut être un volume, qui a un potentiel constant. Si j'avais cette pièce-là, ce feutre comme un métal, on suppose qu'il est en aluminium. Eh bien, parmi les choses importantes des conducteurs, le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur qui soit creux ou plein est nul, et toutes les charges vont se distribuer sur la surface. Eh bien, une conséquence immédiate, c'est que le potentiel en tout point de cette surface va être identique. Donc la surface de mon objet est une équipotentielle. Si c'était un cube, tout le cube serait une équipotentielle. Pour donner un exemple un peu méchant,
Si vous avez un fil de cuivre dénudé, où il n'y a pas de plastique, vous mettez un bout dans un trou de votre prise, de secteur. Il ne faut pas faire l'expérience et dire que Chafi vous a suggéré ça. Eh bien, s'il y a 100 volts dans le trou de la prise, eh bien, vous aurez les 100 volts ici. C'est pour cela, quand vous touchez un câble, sachez que le potentiel qui est là-bas, vous allez l'avoir si vous touchez avec un conducteur. Un roseau, kasba, qui est mouillé, c'est presque conducteur, donc si vous touchez, c'est l'électrocution, c'est garanti. Pour cela, il faut faire très très attention. Donc, d'un côté, on a E qui est dirigé vers le sens décroissant du potentiel électrique, et secondo, le champ électrique est toujours perpendiculaire aux équipotentiels. Par exemple, dans ce cas-là, ça c'est une plaque, par exemple. Eh bien, je vais avoir un potentiel ici, des traits constants, ça diminue, mais sur une même ligne, ça reste constant. Et je vois que le champ électrique, il est perpendiculaire. D'accord? Donc le champ électrique, je vais l'écrire ici, à retenir. Alors, ce qu'il faut retenir, je vais l'écrire, à retenir. E dirigé vers les V décroissants et E perpendiculaire aux équipotentiels. Dans un petit exercice, supposons que j'ai le champ électrique dirigé dans ce sens, constant. E égale constante, uniforme. Et j'ai un point A ici, j'ai un point B ici, j'ai un point C ici. D'accord? Et on me demande de calculer la différence, d'accord, entre A et B. Ou je vais mettre B ici plutôt. B. Dans cette B. On me demande de calculer la différence de potentiel VA moins VC, moins VB. On a vu, je rappelle, que la différence de potentiel, VA moins VB, est égale à l'intégrale de AB de EDR. Ça veut dire, je dois prendre un déplacement dr ici, et je vais calculer le champ électrique et faire le produit scalaire avec les dr et intégrer. Mais je ne connais pas cette distance. Par contre, je connais cette distance-là. Alors, regardez ce qu'on va faire. J'ai dit que le champ électrique est perpendiculaire aux équipotentiels. Si le champ électrique il est comme ça, automatiquement les équipotentiels sont des droites verticales. Ça, c'est une équipotentielle. Équipote. Ici aussi. Équipotentiel. La même chose ici. Mais dans ce cas-là, VA moins VB, c'est la même chose que VA moins VC. Pourquoi? Parce que VB est égal à VC, c'est une équipotentielle. Comment je le sais? Le champ électrique est perpendiculaire aux équipotentiels. Donc ça, c'est égal à VA moins VC. Mais là, si je connais cette distance-là, je vais l'appeler L, eh bien, c'est égal à quoi? Tout simplement, E, c'est une constante qui sort, l'intégrale de A à C
de E dr, c'est égal à l'intégrale à E, l'intégrale de A à C de dr, et c'est égal à EL. Connaissant L, connaissant E qu'on m'a donné, ben j'ai trouvé la différence de potentiel. C'est des petites propriétés, mais qui sont très intéressantes dans les exercices, pour calculer la circulation d'un champ électrique, par exemple. Donc, nous avons vu comment se comporte le champ électrique en fonction du potentiel. Maintenant, regardons quelques relations qu'on va trouver un peu partout en électricité et en magnétisme aussi d'ailleurs. Eh bien, nous avons déjà dit que E s'écrit est égal à moins gradient de V, d'accord? Et je peux calculer le rotationnel de E par définition. Tout à l'heure, on avait vu divergence de E, c'est égal nabla produit scalaire E. Ben, vous avez deviné que rotationnel de E, c'est le produit vectoriel de nabla avec le champ électrique E. Mais ça, c'est égal à quoi? À nabla, produit vectoriel moins gradient de V. Pourquoi je remplaçais E par moins grade V? Eh bien, j'ai le produit vectoriel de deux vecteurs qui sont collinéaires, qui sont parallèles. Nabla est parallèle à lui-même. Donc ça, c'est égal à 0. Donc je peux dire, ceci implique que le rotationnel de E est égal à quoi? Ben, est égal à 0. Attention, danger, ceci n'est valable, uniquement valable si, dans le cas, pardon, le cas stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire le cas stationnaire? Ben, donnons un exemple. J'ai un fil où il y a des charges, je calcule le champ électrique, je peux dire que rotationnel de E est égal à 0. Mais s'il y a une onde quelque part, et vous saurez un peu plus tard qu'une onde, une lumière, une onde, c'est tout simplement une onde électromagnétique, c'est composé d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Dans l'onde, il y a un champ magnétique qui varie avec le temps. S'il y a un champ magnétique qui varie avec le temps qui arrive sur le fil, eh bien, le rotationnel de E n'est pas égal à 0 parce que ce n'est plus un cas stationnaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'écrire ici. Si la variation de vecteur induction magnétique par rapport au temps est égale à 0. Stationnaire veut dire que l'induction ou le champ magnétique, on verra plus tard, la variation temporelle est égale à 0. À ce moment-là, on a rotationnel de E. Donc maintenant, on a deux équations. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est la première équation de Maxwell. Et la deuxième, dans le cas stationnaire, rotationnel de E est égal à 0. Je peux écrire aussi quelque chose pour le potentiel. Nous avons E est égal à moins grade de V et divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Ben, divergence de E, c'est égal à quoi? Au produit scalaire avec E, qui est égal à ρ sur epsilon 0. Maintenant, je peux appliquer cette histoire-là. E, c'est égal à quoi? À moins gradient de V. Ceci implique que divergence de moins gradient de V
est égal à ρ sur epsilon 0. Bien. Mais ça veut dire quoi? Ben, tout simplement que moins, ou bien je vais utiliser ici, de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. C'est ce qu'on appelle le Laplacien. Laplacien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. Le Laplacien, c'est quoi? Ceci implique d2V sur dx2 plus dv2 sur dy2 plus la dérivée seconde de V par rapport à dz2 en coordonnées cartésiennes, c'est égal à moins ρ sur epsilon 0. Dans le cas, ça c'est une équation qui est très connue, équation de Poisson. Si celui-là est égal à 0, on regarde un peu les symétries, on peut s'en sortir pour calculer le potentiel. Si on a le potentiel, on utilise le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique. Ou bien, si je connais le champ électrique, je peux calculer le potentiel et puis retrouver un certain nombre de paramètres ici. Donc, les deux premières équations nous donnent à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le calcul du champ électrique. Attention, on a travaillé jusqu'à maintenant dans le cas statique, c'est-à-dire il n'y a pas de variation de vecteur induction magnétique par rapport au temps. Si c'est le cas, ben ce sera la deuxième équation de Maxwell plus complète. On aura en réalité, je peux le dire tout de suite, rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Et ça, c'est la loi de Faraday-Lenz que vous avez vu dans l'induction. Je vous remercie pour votre attention. La suite viendra très bientôt.